Bonjour. Bon, ravi de vous recevoir sur IFM. Vous savez que vous êtes une voix écoutée et appréciée en Tunisie comme dans tous les pays du Maghreb. Ben, merci, ravi d'être à votre micro. Et j'espère vous revoir bientôt, physiquement et non pas virtuellement, en Tunisie bientôt. Alors, première question, Pascal. On rappelle d'ailleurs pour ceux qui vous suivent que vous avez une page sur YouTube qui s'appelle Comprendre le monde, qui est une vraie page, une vraie rubrique de référence dans les questions géostratégiques. ندعو الناس انه يمشيوا لها page YouTube اسمها Comprendre le monde, عنده des vidéos باسكال يدوموا ثلاثة أربع دقائق مهمين وبيداغوجيك ويتفهموا من طرف الناس الكل. La question que j'ai envie de vous poser, Pascal, est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine était évitable? هل كان من الممكن تجنب الحرب؟ Toutes les guerres sont évitables. Il n'y a que des guerres qui puissent être évitées si la sagesse l'emporte et si on trouve les moyens de résoudre diplomatiquement les questions plutôt que de recourir à la force. Et d'ailleurs, quand on voit, et c'est l'exemple de cette guerre et en est un supplémentaire, que très souvent, le recours à la force, qui est décidé par des gens qui pensent obtenir par la voie armée ce qu'ils ne peuvent pas obtenir par la voie diplomatique, est en fait un échec. Parce qu'ils obtiennent nettement moins, et voire, bien sûr, cela coûte au pays qui est agressé, mais cela peut également coûter au pays qui est agresseur. Et donc oui, ces guerres étaient évitables si on avait trouvé les moyens de diminuer les craintes de la Russie par rapport au sort de l'Ukraine, tout en préservant la souveraineté de l'Ukraine. Mais c'est un long chemin d'incompréhension mutuelle entre la Russie et le monde occidental qui a conduit à cette décision précipitée et surprise de Poutine de penser qu'il y avait peut-être pour lui un moment d'opportunité et qu'une solution de force pourrait lui être favorable. في كلمة باسكال بونيفاس يقول كل الحروب يمكن أنه نتجنبوها، كان على الجميع مثلا أنه ينقصوا من مخاوف روسيا من تدخل الناتو، ويقول وأنه في الواقع الحاجة لهذه الحرب هو أنه كانت فما مدة طويلة متاع سوء تفاهم ما بين الغرب وما بين روسيا هو اللي وصلنا لهذا. Vous avez parlé d'un long chemin d'incompréhension, Pascal Boniface. À quel moment on a senti que Vladimir Poutine allait basculer dans l'option militaire? Et est-ce que vous avez été surpris du timing de Vladimir Poutine? Eh bien, en fait, il a pris tout le monde par surprise, y compris le président Zelensky. Les Américains annonçaient depuis longtemps qu'il y aurait une guerre, mais on est tellement habitué à ce que les Américains prennent quelques libertés avec la vérité lorsqu'il s'agit de questions stratégiques qu'on ne les croyait pas forcément. Et surtout, moi, le premier, je ne pensais pas jusqu'au 24 février que Poutine aurait recours à la force parce que j'ai toujours pensé que ce ne serait pas dans son intérêt, qu'il aurait plus à perdre qu'à gagner dans cela. Et pour l'instant, tout ce que l'on pouvait reprocher à Poutine, sa brutalité, le caractère répressif du régime, était compensé par le fait qu'au fur et à mesure, il avait redonné une place à la Russie plus importante sur la scène internationale. Patiemment, au cours des 20 années qui passent, il avait mis fin à la décennie d'humiliation qui ont été celles de la Russie dans les années 90. Tout ceci, eh bien, on peut dire qu'il a dilapidé ce capital en quelques jours. قال باسكال بونيفاس انه هو مثل اغلب الزعماء في الاتحاد الاوروبي ما كانش يتصور وانه بوتين باش يدخل بالسرعه هذه في الخيار العسكري، ونوعا ما وانه بوتين اكد المقال اللي تقال عليه من العنف والتسلط، رغم انه عمل مجهود كبير باش ترجع روسيا على الساحه الدوليه مده 10 سنين، فانه في ظرف شهر تقريبا ضيع اللي بناه الكل بوتين. Est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine est tombé dans un piège؟ هل سقط بوتين في فخ؟ Non, il s'est lui-même mis dans un piège. Il n'y a personne qui lui a tendu un piège. Alors bien sûr, on peut dire que les Américains ont fait une grossière erreur en disant dès le départ qu'ils n'interviendraient pas militairement, même si Poutine attaquait l'Ukraine. Mais ça, c'était pas un piège tendu, c'était juste le fait d'éviter la guerre. Sauf que les Américains auraient pu ne pas le dire publiquement pour maintenir un peu plus d'incertitude. Mais Poutine n'est pas plus tombé dans un piège que Saddam Hussein est tombé dans un piège lorsqu'il a envahi le Koweït. Ils ont fait une erreur en pensant que l'usage de la force allait rester impuni. Disons que en 90, c'est le monde entier qui a puni Saddam. Là, c'est la réalité parce que la solution militaire que Poutine croyait facile ne l'est pas. Et il est en train de ruiner son pays, de faire perdre des vies, bien sûr de ruiner l'Ukraine également, mais de ruiner son pays, et donc il n'est pas vainqueur. Et surtout, la Russie est en train de devenir une sorte de paria international.
باسكال بونيفاس يقول في الواقع ما نجموش نحكيو على فخ. بوتين هو اللي حط نفسه في فخ، لكن نجموا نقولوا انه امريكا عملت خطا استراتيجي وما كانش تصور انه فلاديمير بوتين باش يستعمل القوه بالسرعه هذيك. معناها يقول انه الحل العسكري مش سهل، ماهوش باش يكون سهل، وانه روسيا باش تفلس بالمجهود الحربي هذايا. On va parler un tout petit peu de l'Europe, Pascal Boniface. On rappelle que Kiev est à peu près 1400 km de Dresde, des frontières allemandes. Est-ce que ça peut expliquer un certain rétro-pédalage de l'Allemagne par rapport à une certaine idée d'unité européenne face à Poutine? Alors oui, effectivement. Bon, l'Allemagne a toujours eu des contacts avec la Russie. C'est le sens de l'histoire et de la géographie pour ce pays. Et c'est vrai que l'ostpolitique, la politique à l'Est, lancée par Willy Brandt à l'époque de la division de l'Allemagne, avait été une réussite, non seulement pour l'Allemagne, mais également pour l'Europe. Là, par rapport à un Poutine qui n'a pas peur de faire la guerre, non pas uniquement de réprimer ou de menacer, mais de faire la guerre, eh bien l'Allemagne a changé de position. Certains font la comparaison avec l'annexion de la Crimée il y a 8 ans. C'est tout à fait différent puisque les habitants de la Crimée voulaient être russes. Donc l'annexion de la Crimée, même si elle n'était pas conforme au droit international, n'a pas été le résultat d'une guerre d'agression et de conquête, mais le choix des gens de Crimée. Là, c'est vraiment une guerre entre deux États. Alors, c'est pas, contrairement à ce que disent certains, la première guerre en Europe depuis la fin de la guerre froide, puisque l'OTAN avait lancé une guerre contre la Yougoslavie en 99. Mais là, effectivement, voyant l'armée russe se rapprocher, l'Allemagne a pris peur et a décidé de se réarmer très fortement. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez une des rares voix, j'ai envie de dire, lucides, respectées, neutres. Est-ce que vous êtes étonné, choqué par une sorte de pensée unique qu'on voit un peu dans les médias occidentaux et qui, de ce côté-ci de la Méditerranée, nous renvoie, on va dire, à une certaine idée qui a vraiment deux poids, deux mesures, notamment par rapport au traitement fait aux réfugiés, que ce soit aux réfugiés kurdes ou syriens, ou dans le traitement du conflit israélo-palestinien? Oui, bien sûr, et je ne cesse de le dire dans les médias où je suis invité. Il y a des médias où je ne suis pas invité, France Inter, France Culture, Le Monde m'interdisent de prendre la parole, mais il y a encore des médias qui m'invitent, heureusement, et je le dis, c'est que on ne peut pas à la fois évoquer des valeurs universelles et les appliquer de façon sélective. Et quand j'entends dans les débats auxquels je participe des gens qui disent on ne peut pas accepter des bombardements de populations civiles à 2 heures de Paris ou 3 heures de Paris, je leur dis mais en quoi ils sont acceptables s'ils sont à 5 ou 6 heures? Vous ne pouvez pas vous réclamer de valeurs universelles et les appliquer de façon sélective ou à géométrie variable. Mais nous sommes régulièrement confrontés à cette duplicité, pour ne pas dire cette hypocrisie. Alors, j'ai encore avec vous 4-5 minutes. Alors, il y a une question importante, je vous ai écouté, notamment sur la question de l'annexion ou non de l'Est de l'Ukraine, notamment ces deux villes, Donetsk et Luhansk, à majorité russe. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers un scénario d'autonomie de ces régions-là, ou est-ce qu'un scénario d'annexion pur et simple, c'est-à-dire que Poutine annexerait cette région-là à la Russie et reste toujours possible? Juste, je prends le temps de traduire. قلت انه فما زوج مناطق معروفه يتبعوها اللي هم موجودين ولا يعرفوها ناس موجودين في شرق اوكرانيا اللي هما دونيتسك ولوجانسك واللي فيهم اغلبيه روسيه. هل انه فما امكانيه تو نوع من الاتفاق باش ياخذوا نوع من الاستقلاليه على الدوله المركزيه نتاع اوكرانيا، ام انه مازال سيناريو ممكن اللي بوتين يضمهم لروسيا؟ L'annexion de Donetsk et Luhansk est-elle un scénario possible, Pascal? Alors, le Donbass, Donetsk et Lugansk, il faut voir que dans cette région, il y a, en fait, Donetsk et Lugansk, il y a ces républiques autoproclamées, peuplées de russophones, qui sont contrôlées par des indépendantistes russophones et qui échappent au contrôle de Kiev, et qui sont, disons, plus ou moins sous le contrôle de fait de Moscou. Mais le Donbass lui-même a une autre partie qui est toujours sous contrôle, qui était avant la guerre sous contrôle de l'armée ukrainienne. Donc l'ensemble du Donbass, quand on parle d'annexion, il faut voir, est-ce que l'on parle de l'annexion des républiques autoproclamées qui étaient déjà de fait contrôlées par Moscou,
ou est-ce qu'on parle de l'annexion de l'ensemble du Donbass, dont une partie, avant la guerre, était encore sous le contrôle de l'Ukraine, qui était sous souveraineté ukrainienne. Ce sont deux choses tout à fait différentes, bien sûr. Certains disent que ça serait le prix à payer pour mettre fin à la guerre. D'autres disent que ça serait récompenser Poutine d'avoir lancé la guerre et que c'est donc pas acceptable. Il faudra voir jusqu'où les choses vont aller. يقولوا انه امكانيه انه ضم الدونباس المنطقه هذه اللي فيها دونيتسك ولوجانسك امكانيه موجوده تنجم تكون هذاك الثمن في المفاوضه انه المنطقه هذه تتضم لروسيا. Peut-être un petit clin d'œil sur la politique américaine, Pascal Boniface. Est-ce que Joe Biden est en train de pousser l'Europe vers une guerre ou vers un affrontement où finalement les USA ne seraient pas impliqués directement? الآن جو بايدن قاعد يهز في أوروبا الحرب على أبواب حدودها وهو بعيد عليها. Non, Joe Biden a déclaré qu'il ne ferait pas la guerre et les Européens ne vont pas se lancer sans les États-Unis dans une guerre contre la Russie qui, n'oublions pas, a l'arme nucléaire. Donc la dissuasion va jouer. Mais vous soulevez un autre problème, c'est que Joe Biden est le grand vainqueur de cette guerre, puisque les pays européens vont encore plus réclamer la présence militaire américaine en Europe de peur de la Russie, et que, ayant décidé d'augmenter leurs dépenses militaires, c'est très naturellement, bien sûr naturellement est entre guillemets, qu'ils vont se tourner vers les États-Unis pour acheter les nouveaux équipements militaires. Oui, وكلامه صحيح. قال باسكال بونيفاس انه جو بايدن من الاخر هو اكبر فائز في العمليه هذه، لانه خلى الاوروبيين خايفين من القوه العسكريه الروسيه، والمانيا قررت انه تصرف مليار دولار في زياده في المصاريف العسكريه، وطبعا المصاريف العسكريه الكل هذه باش تكون أسلحة أمريكية. Je rappelais, Pascal, que Scholz a déclaré que l'Allemagne allait augmenter ses dépenses militaires de 1 milliard de dollars. Une dernière question sur la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est possible ce scénario de ce qu'on a appelé une guerre de basse intensité juste pour user Vladimir Poutine؟ هل ممكن كانت حرب معناها خلينا نقولوا من الوزن الخفيف باش تهري روسيا وتهري الجيش الروسي؟ J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a un scénario possible d'une guerre qui perdure dans le temps, qui ne soit pas un affrontement frontal entre les deux armées, mais ce qu'on appelle une guerre de basse intensité, juste pour user le régime russe et la puissance militaire russe? C'est quand même Poutine qui a lancé la guerre, il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, l'Ukraine résiste beaucoup plus fortement que prévu. Et quand bien même Poutine arriverait à conquérir Kiev, il ferait face à une très grande opposition, puisque s'il a gagné une partie du territoire ukrainien, il a durablement perdu l'amitié de l'Ukraine, et maintenant il y a une hostilité, voire une haine des Ukrainiens par rapport à la Russie, et on sait très bien que les occupations suscitent toujours des résistances. يقولوا أن أوكرانيا قاعدة تصمد أمام بوتين أكثر من المتوقع، وأنه مهما كان فأنه حتى لو كان دخل الجيش الروسي لكييف فأنه فقد صداقة أو محبة الشعب الأوكراني، وخلق نوع من الكره من طرف الأوكرانيين لجارهم الروسي. Dernière question, Pascal Boniface, elle nous touche. Alors je ne vais pas vous poser aujourd'hui une question sur la Tunisie, mais plutôt sur ce qui se passe en Libye. On sait que la Russie est un acteur très important en Libye, qu'elle a maintenu d'une certaine façon Benghazi sous son contrôle en soutenant Haftar. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une sorte de sortie graduelle de la Russie qui va se focaliser plus sur cette guerre ukrainienne? Il est certain que la priorité maintenant, c'est l'Ukraine et pas la Libye. Mais en même temps, je ne vois pas la Russie abandonner totalement ses positions en Libye. Elle peut les réduire, mais dans la mesure où ceci lui donne un pouvoir, un levier extrêmement important, je ne pense pas qu'elle déserte totalement le champ libyen. Très bien. Pascal, merci beaucoup. On a été ravis de vous recevoir.